Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et je suis une femme. Il y a 60 ans, Rachel Carson prévient sur les dangers de l'utilisation des pesticides pour la nature et pour notre santé dans son livre Printemps silencieux. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une lanceuse d'alerte de notre temps au Québec. Parce qu'il y en a plein, encore aujourd'hui, des Rachel qui changent le monde. On parle de milliers de types de pesticides différents. À chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. La science, elle fait pas toujours consensus. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. On doit être optimiste. I truly believe that we in this generation must come to terms with nature. Bon, ça y est, on est arrivé. Louise Van Lack, elle m'a référé à Geneviève Labrie. Je suis vraiment excitée de rencontrer cette femme qui, un peu comme Rachel à son époque, a lancé l'alerte. Geneviève, c'est une chercheuse, entomologiste et biologiste qui étudie les impacts des pesticides sur les insectes et les alternatives. Je la retrouve à Granby, elle m'a donné rendez-vous chez elle. Bonjour. Bonjour Geneviève, enchantée Émilie. Enchantée. Est-ce que vous voulez me suivre jusqu'au solarium? Oui. Merci de me recevoir. Mais ça me fait plaisir. C'est beau, les cantons de l'Est, c'est la première fois que je viens. Donc ici, on est à Granby, les oiseaux chantent, c'est bientôt le début de l'été. Je viens de lire Silent Spring, Printemps silencieux de Rachel Carson. Est-ce que toi, c'est quelqu'un que tu connais, que tu as déjà entendu? Bien sûr, Rachel Carson, dès qu'on travaille dans le milieu des pesticides, on entend ce nom-là. Le DDT, Rachel Carson, toute la bataille qu'elle a menée pour la protection finalement de l'environnement et des humains, c'est quelque chose clairement dont on entend parler puis que je connais. Quand Louise, elle m'a parlé de toi, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je vienne te rencontrer parce que, comme un peu Rachel à son époque, toi, t'es un peu une Rachel de notre temps. C'est quoi ton parcours? Eh bien, j'ai fait mon bac et ma maîtrise en biologie à l'Université de Sherbrooke. Ma maîtrise portait sur la santé environnementale dans les vergers de pommiers. Puis, je comparais un peu la santé environnementale des vergers biologiques et conventionnels déjà il y a 20 ans, une vingtaine d'années. Puis, je regardais là, des indices au niveau de la biodiversité de certains insectes, puis au niveau aussi de la santé là, de certains des insectes en fonction là, des pesticides qui étaient appliqués là, dans les vergers. Après ça, j'ai fait mon doctorat à l'UQAM en biologie encore là, pour comprendre les mécanismes d'invasion de la coccinelle asiatique. Donc, la coccinelle qui rentre dans vos maisons là, à l'automne, là, puis qui passe l'hiver chez vous, j'ai fait mon doctorat sur vraiment tous les aspects de sa biologie. Et ensuite, j'ai fait un post-doctorat aussi sur avec l'UQAM, mais dans des champs de grande culture biologique où on regardait une méthode alternative là, d'utilisation de bandes alternées là, de différentes cultures. Puis, j'ai été engagée à ce moment-là au CEROM, le Centre de recherche sur les grains, donc en 2008, comme entomologiste chercheur pour trouver des alternatives aux pesticides en grande culture. J'ai travaillé jusqu'en 2017 où j'ai quitté. Puis, ensuite, j'ai travaillé une année dans un organisme de bassin versant pour essayer de réduire la pollution agricole dans les cours d'eau. Avec les producteurs agricoles, le bassin versant justement là, du lac Boivin ici là, à Granby, là, dans mon patelin. Puis pour être engagée par la suite par le Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel pour travailler principalement dans les serres maraîchères, donc les serres de légumes pour tout ce qui est aspect phytoprotection contre les insectes puis les maladies. Puis je continue quand même à travailler là, plus en maraîcher, mais sur le dossier des traitements de semences là, insecticides là, qui a été vraiment mon dossier phare là, au CEROM là, pendant 10 ans. Là. Pourquoi c'est un sujet qui vous passionne autant?
Je crois pas que c'est quelque chose qui me passionne, en fait. Les pesticides en tant que tels, c'est pas quelque chose qui me passionne. C'est plus tout ce qui va autour de trouver des alternatives aux pesticides, moi, qui m'a toujours passionnée, qui m'a toujours interpellée. Parce qu'on le sait, les pesticides, puis depuis l'histoire du DDT avec Rachel Carson, on sait que ça a des impacts sur l'environnement, très graves dans le cas du DDT, mais pour d'autres pesticides, l'accumulation de tout ça, tous les effets sur l'environnement, sur la santé, depuis très longtemps, on sait que ça a des impacts. Puis moi, mon intérêt a toujours été de trouver des alternatives. J'aurais pu aller travailler juste en agriculture biologique, mais pour moi, je pense que, puis je le dis toujours aux producteurs agricoles, dans la boîte à outils, dans votre boîte à outils, vous avez des pesticides, mais il faudrait qu'ils arrivent en dernier recours. Un peu comme en médecine, on va prendre des antibiotiques quand on a vraiment une maladie identifiée, on a une bactérie à combattre. Mais dans le milieu agricole, ça se peut que des fois, on ait besoin de pesticides. Mais par contre, on essaye de mettre en place toutes sortes de systèmes avant d'arriver à utiliser des pesticides. Est-ce que c'est un enjeu d'être une femme scientifique? Quand j'ai commencé ma maîtrise, c'était quelque chose qui se discutait. J'avais des professeurs chercheurs à l'Université de Sherbrooke. On avait des rencontres justement pour discuter de cet aspect-là. Parce que on avait de la difficulté. Déjà, on n'était pas beaucoup de femmes à l'époque. Ça a vraiment changé drastiquement, là. Maintenant, c'est l'inverse. Mais même encore à la fin des années 90, ça se discutait parce que je me souviens d'une présentation, Carole Beaulieu, qui est encore chercheure là, à Sherbrooke, qui montrait une évolution des publications entre femmes et hommes au niveau scientifique et que nécessairement, on n'avait pas le même niveau au départ parce que souvent, on fait notre famille aussi dans cette période-là et on se ramasse à pas avoir le même nombre de publications. Ça se rétablit passé 45 ans. Mais en début de carrière, c'était une problématique parce que les universités, par exemple, engageaient seulement sur le nombre de publications scientifiques qu'on pouvait avoir. Puis, effectivement, si on regarde mon CV, j'ai pas autant de publications scientifiques que d'autres chercheurs du même nombre d'années en recherche. Tout simplement parce que j'ai eu plusieurs enfants, puis il y a eu les arrêts, les congés de maternité, nécessairement, ça fait que on arrête un peu. Puis j'avais eu des bourses, moi, de recherche sur la base de Femmes en sciences. Mes bourses de Conseil national de recherche, là, au début des années 2000 pour mon doctorat, c'était parce que j'étais une femme en sciences. Parce que j'avais pas tout à fait la moyenne. J'avais eu mes enfants pendant mon bac et donc, j'avais pas exactement la moyenne. Maintenant, ça prend 4,3 sur 4,3 pour avoir une bourse de Conseil national, là. Mais j'avais pas tout à fait ça à l'époque, mais je l'avais eu parce qu'ils essayaient de faire bénéficier les femmes en sciences. Toi, tu as travaillé, c'est ça, sur les néonicotinoïdes, je pense. Tu parlais tout à l'heure de DDT. Est-ce que tu pourrais m'éclairer un peu plus sur la différence entre ces termes? Bien, le DDT, c'est un pesticide là, qui était utilisé là, plus au retour de la guerre, en fait, de la Deuxième Guerre mondiale. Les néonicotinoïdes, c'est des nouveaux pesticides à base de nicotine. Donc, la nicotine, ça a toujours été utilisé comme un insecticide. Là. Dans le temps, là, en agriculture, on pouvait macérer des feuilles de tabac, puis on pouvait utiliser l'eau qui venait de ces feuilles-là pour asperger, puis ça tuait les insectes. Donc, la nicotine, en tant que telle, c'est un pesticide naturel. Puis les néonicotinoïdes, c'est vraiment à base de molécules qui ressemblent à la nicotine et ça a été développé parce que c'est une nouvelle façon d'utiliser des pesticides. Les pesticides ont toujours été utilisés en application foliaire, donc ou au sol ou bien par avion. Beaucoup dans les années 80, les pesticides étaient appliqués par avion. Et les néonicotinoïdes, ce qui est intéressant, c'est que c'est des pesticides systémiques. Ils rentrent dans la plante. Donc, on en a besoin de très peu de quantité. On enrobe une semence avec le produit. Il va rentrer dans la sève. Et donc, déjà, on diminue énormément la quantité. Il n'y a plus d'application par avion. Il n'y a plus d'application foliaire durant la saison. On enrobe une semence et voilà, le tour est joué. Ça nous permet d'avoir un pesticide qui s'intègre bien dans la plante et qui vont tuer tous les insectes qui vont les manger. Donc, c'est pour ça le néonicotinoïde, c'était vraiment une nouvelle famille de molécules de pesticides qui est arrivée dans les années 90 à peu près. Et depuis quand on utilisait les néonicotinoïdes? On pense autour de 2006-2007. Ça a remplacé le DLT,
qui était un autre insecticide de semences. C'est les producteurs eux-mêmes qui le mettaient. Ils vidaient leurs semences dans leur semoir, ils rajoutaient la poche de pesticides eux-mêmes et ils brassaient, souvent à main nue. Et le lindane, qui est l'insecticide qui est là-dedans, est un organochloré et qui est très, 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 très toxique pour l'humain. Et donc, ils ont retiré ces produits-là et c'est les néonicotinoïdes qui ont pris la place. Puis, c'était enrobé en usine. Donc, les producteurs n'avaient plus de lien direct avec le pesticide. La légende selon laquelle les herbicides ne sont toxiques que pour les plantes et ne menacent pas la vie animale a été largement répandue. Malheureusement, parmi les désherbants figure un grand nombre de produits chimiques qui agissent sur les tissus animaux autant que sur les végétaux. Quelles ont été tes recherches et tes découvertes par rapport à ce sujet-là sur les néonicotinoïdes? Bien, quand je suis rentrée en poste en 2008, après mon doctorat, je suis rentrée en poste au Centre de recherche sur les grains, le sérum. Il y avait des agronomes du milieu, plus au niveau du ministère, qui me disent « Hey, t'es entomologiste, est-ce que tu as entendu parler des néonicotinoïdes en Europe, les effets sur les abeilles? Il y a un moratoire, là, on a interdit l'utilisation de ces produits-là. Est-ce que tu pourrais nous faire une revue de littérature là-dessus? Parce qu'on voudrait comprendre un peu plus, parce que nous, on pense qu'on en a au Québec, on en utilise et tout, mais on veut avoir un peu plus d'informations là-dessus. » Donc, j'ai fait une revue de littérature scientifique sur le sujet des néonicotinoïdes et je me suis aperçue qu'il y avait déjà beaucoup de publications scientifiques qui démontraient les impacts qui étaient quand même assez importants sur les abeilles. Puis, qui se posaient beaucoup de questions aussi sur les impacts potentiels sur au niveau d'autres insectes et tout. Il y avait déjà des publications qui montraient que peut-être sur d'autres insectes bénéfiques, ça pouvait avoir des effets. Donc, on s'est intéressé à ce moment-là à dire, OK, mais on les utilise où, nous, au Québec? On s'est aperçu que c'était dans les grains traités, maïs principalement à l'époque, mais on ne savait pas du tout à quel niveau. Puis on s'est dit, bon, mais les producteurs, ils ne voudront pas nécessairement s'en passer de ces traitements-là parce qu'on ne sait pas si on a des ravageurs dans le sol. Parce que c'est sûr que si on a des ravageurs dans le sol, c'est difficile à traiter. Et ici, on en a vraiment beaucoup, mais on n'a pas de traitement alternatif. On n'a rien présentement. On n'avait aucune information de qui était dans le sol, c'était quoi nos insectes, nos ravageurs, est-ce que c'était comme en Europe et tout ça. Donc, on s'est mis à faire beaucoup d'études. Finalement, sur 10 ans, on a dépisté à plus que 1000 champs de maïs là, au Québec. Puis, au travers de ça, on nous disait, oui, mais si vous enlevez les néonicotinoïdes, on va avoir des pertes de rendement dans le maïs très, très importante. Donc, on a eu du financement du ministère pour aller faire des essais, justement, chez les producteurs. En 2012-2013, on a commencé une première série d'expériences. On a fait une vingtaine de sites au Québec où on faisait côte à côte sur des grandes superficies quand même, de 1,5 hectares au minimum, traités, non traités de maïs. Puis là, on comparait. Puis on allait voir tout ce qu'il y avait dans le sol, les insectes. On regardait les prédateurs. On avait des bols jaunes pour voir s'il y avait des pollinisateurs qui venaient aussi dans ces champs-là. On regardait les dommages aux plantules, le rendement, etc. Au bout de 2 ans, pas de différence. Sur notre vingtaine de sites, aucune différence significative de rendement. On avait les insectes qu'on a découverts. On s'est rendu compte que c'était des insectes qui n'étaient pas très dommageables. C'était pas ceux qu'il y avait en Europe. C'était pas des espèces exotiques envahissantes. Et donc, là, on a refait une autre série de sites pour que finalement, en 2012 et 2016, on a fait des essais sur 84 sites de maïs et de soya. Soya, 16 sites, mais quand même plus maïs, pour démontrer en bout de ligne qu'il n'y avait aucune différence de rendement. Les insectes ravageurs qu'on avait, on avait à peu près juste 4% de nos sites où on aurait eu une justification d'utiliser un traitement de semences insecticides pour lutter contre ces ravageurs-là. Qui est-ce qui finançait cette étude-là? Le ministère de l'Agriculture du Québec, le MAPAC. D'accord. Dans le fond, il y a comme à un moment donné, tu as dit un qui vous ont dit que ça prendrait des néonicotinoïdes. Je vais juste te poser la question, c'est qui t'a dit ça? C'est qui vous a dit non, il va y avoir des ravages? Nous, c'est l'industrie. Okay. Les gens de l'industrie qui nous disaient, puis il y avait aussi quand même beaucoup de producteurs, des unions de producteurs aussi, là, qui nous disaient, c'est un gros risque là, pour le rendement. Là. Les enjeux financiers sont énormes, puisque les insecticides néoniques sont les plus vendus au monde. Durant leurs recherches, les scientifiques ont été critiqués par l'industrie des pesticides et par des représentants des producteurs de grains. Ils ont même subi des pressions au sein du centre de recherche sur les grains financé avec de l'argent public. Plusieurs avaient même démissionné. C'est ce qu'avait dénoncé le lanceur d'alerte Louis Robert.
En ce moment même, une enquête de la protectrice du citoyen se penche sur cette affaire. En attendant, le Québec et le Canada hésitent toujours à interdire ces produits dans les champs. C'est ce que l'Europe a fait il y a 2 ans. Ici Thomas Gerbert, Radio-Canada, Montréal. Dans tes recherches, tu parlais des impacts sur les abeilles et sur d'autres insectes. C'était quoi ces impacts-là? Il y avait une suspicion de mortalité très, très, très importante des abeilles là, en Europe. Donc, le CCD, là, le Colony Collapse Disorder, il y avait des mortalités vraiment là, très, très grandes des abeilles. Il y avait une suspicion que ça pouvait être les néonicotinoïdes. Puis, il y avait quelques études qui avaient été faites en laboratoire où ils montraient que les abeilles qui buvaient du nectar, finalement, qui avaient eu des néonicotinoïdes dedans, étaient désorientées, finalement, avaient des problèmes d'orientation, ne revenaient pas à leur colonie de base. Donc, on a débuté des projets, nous, au Québec, pour aller valider, parce que souvent, les producteurs agricoles veulent avoir, ils disent oui, mais ça, c'est en Europe, c'est dans les conditions de l'Europe, c'est dans les conditions d'autres pays. Ils disent chez nous, là, c'est différent, donc on a besoin d'avoir des confirmations que chez nous, c'est la même chose ou bien c'est pas différent d'ailleurs. Donc, on a commencé avec Valérie Fournier à l'Université Laval, Madeleine Chagnon, qui était une des pionnières au niveau des pesticides au Québec, là, qui a travaillé très longtemps là-dessus, avec un étudiant là, à la maîtrise, Olivier Sanson-Robert. On a fait des études, c'était les premières vraiment en conditions de ruches commerciales. Donc, où il y allait dans des régions, par exemple, il y avait des colonies en Estrie, où il y a très, très peu de maïs et soya, à l'époque en tout cas, et Montérégie. Il a été vraiment collecté pendant 2 ans des abeilles qui étaient mortes au pied des ruches. Et là, il faisait analyser les pesticides qu'il y avait dedans, puis il regardait un peu les conséquences, là, finalement. Et toutes les abeilles qui étaient mortes, c'était principalement en Montérégie, et il y avait des quantités de néonicotinoïdes qui étaient au-delà des critères, là, finalement, là, au niveau de la mortalité des abeilles. Donc, c'était identifié. On a pu identifier pour la première fois que, oui, il y avait des impacts des néonicotinoïdes sur les abeilles commerciales. Il a aussi fait d'autres études sur les bourdons. Donc, pour aller voir au niveau, parce qu'il n'y avait pas d'études à cette époque-là sur d'autres choses que les abeilles commerciales. Donc, il a pu identifier aussi qu'il y avait des problématiques là, au niveau là, du cerveau, là, du développement du cerveau, là, des bourdons aussi quand il y avait des néonicotinoïdes. Puis aussi, on a pu établir que les flaques d'eau qu'il y avait dans les champs qui avaient été semés, jusqu'à 1 mois plus tard, on trouvait des quantités de néonicotinoïdes assez élevées pour qu'une abeille qui vienne s'abreuver, parce que les abeilles ne vont pas dans les cours d'eau très rapides. Ils vont dans les flaques comme ça, des petits endroits. Puis donc, il y avait assez de quantité de néonicotinoïdes pour tuer des abeilles ou d'autres insectes qui pouvaient aussi venir s'abreuver dans ces flaques-là. Puis après ça, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que même les oiseaux qui mangent les grains qui sont laissés sur le bord des champs, il y a des études là, dernièrement, même sur les chevreuils aux États-Unis là, qui ont mangé du grain aussi, là, qui a des impacts là, sur le développement. Donc, puis il y a des études aussi plus en Asie sur les humains. Donc, au Japon et tout ça, il y a des équipes qui travaillent là, sur les impacts des néonicotinoïdes sur les humains. Ce qui a été montré, c'est des contaminations globales de l'environnement, de tous les cours d'eau, en fait, dans les prairies, dans l'Ouest canadien, les marécages, les quantités de néonicotinoïdes dans l'eau sont très, très, très importantes. Au Québec, les néoniques, ils dépassent les critères de vie aquatique chronique, donc où ça va tuer les animaux benthiques, les crustacés, puis les insectes dans l'eau. C'est tout le temps dépassé depuis quand même très longtemps, depuis 2012, en fait. C'est atteint à 100%, c'est tout le temps dépassé pratiquement à tous les relevés. Donc, les néonicotinoïdes ont été comparés au DDT, littéralement, parce que c'est mondial, là, cette problématique-là des néoniques là, dans les cours d'eau, puis au niveau des écosystèmes, puis au niveau des impacts sur les pollinisateurs et sur d'autres insectes aussi. Combien de temps ça met à se dégrader si les néonicotinoïdes se retrouvent dans l'eau, par exemple? Ils ont des demi-vies allant jusqu'à 900 jours. Donc, ça peut prendre jusqu'à 900 jours avant que ça se dégrade dans le sol. Puis, dans les cours d'eau aussi, là, les demi-vies sont quand même très, très, très longues pour certains. Et une demi-vie, ça veut dire qu'après ce temps-là, il n'y a plus de dommages. Il peut en rester? Oui. D'accord. Oui. Donc, il peut encore y avoir des dommages sur les insectes, sur les oiseaux? Oui, puis surtout qu'il y a un des néonicotinoïdes qui se transforme dans l'autre.
Donc, il y a comme la clothianidine, le thiaméthoxam. Puis, il y en a un qui, quand il se dégrade, il devient l'autre. Donc, il fait juste se dégrader dans un autre néonicotinoïde qui est quand même toxique. Fait que des fois, on met un traitement de semence sur notre maïs une année. L'année d'après, quand on reprend les échantillons de sol, il reste encore des néonicotinoïdes parce qu'ils ne sont pas dégradés dans le sol. Puis souvent, ces produits-là aussi sont repris par les plantes. Donc, sont intégrés dans les autres plantes. Donc, beaucoup de fleurs, beaucoup de toutes les plantes qui sont autour démontrent, puis ça, c'est démontré quand même depuis longtemps, qu'ils prennent les résidus de néonicotinoïdes et qu'ils accumulent dans leur système la sève, mais surtout les pollens et les nectars. Et donc, les pollinisateurs autres que les abeilles ou les autres insectes vont être en contact avec ces produits-là. Donc, c'est pas juste par contact lors du semis, c'est aussi après coup dans l'environnement quand les fleurs vont intégrer ces produits-là, ils vont pouvoir être en contact puis avoir des impacts. Puis, c'est ruisselé, c'est lessivé. Ce qui a été démontré, c'est qu'il y a juste 2% du produit autour d'un grain de maïs qui va rentrer dans la plante. Ça veut dire que c'est 98% qui reste dans le sol, qui va être envoyé dans les cours d'eau ou qui va s'envoler en poussière ou qui va être repris par les autres plantes, là, les autres fleurs. Plusieurs centaines d'espèces d'abeilles en liberté participent à la pollinisation des cultures. On en trouve près de 100 sur la luzerne seule. Sans cette pollinisation, la plupart des plantes qui retiennent ou enrichissent les sols en friche périraient. D'importantes conséquences écologiques en résulteraient pour la contrée entière. Des plantes, des arbustes, des arbres fruitiers et autres comptent sur ces insectes pour la perpétuation de leur espèce. Et sans ces végétaux, bien des animaux souffriraient de la faim. À vouloir des cultures trop propres, à détruire les haies à coups de produits chimiques, on élimine les derniers sanctuaires des insectes pollinisateurs. On interrompt les liaisons vitales que ces animaux assuraient entre les végétaux. Après ces recherches-là, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que clairement, les résultats sont là. Ça a des dommages. Puis surtout, de ce que je comprends, dans la majorité des cas, il n'y aurait pas besoin d'utiliser des néonicotinoïdes parce que les ravageurs sont moins graves que ce qu'on pense. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir fait votre recherche? Depuis 2018, il y a une justification agronomique qui est demandée obligatoirement pour les néonicotinoïdes et 2 autres pesticides. Le ministère de l'Environnement a décrété que quand on retrouve certains pesticides en trop grande quantité puis qui ont des impacts environnementaux sur la santé humaine trop grands, un producteur qui veut utiliser une semence traitée avec un néonicotinoïde doit avoir une prescription d'un agronome, signée d'un agronome qui démontre que c'est réellement nécessaire chez eux. Donc, on a vu baisser quand même de façon très importante l'utilisation des néonicotinoïdes là, depuis cette prescription obligatoire-là. Et on voit une tendance à la baisse de ces produits-là dans les cours d'eau et dans l'environnement. Donc, il y a quand même eu des bénéfices associés au fait qu'on a vraiment clairement démontré que ce n'était pas justifié dans 95% des cas et aussi qu'il y avait des impacts environnementaux. Là. Au Québec, le ministère de l'Environnement a vraiment réagi quand même à cette situation-là. Donc, dans le fond, c'est quand tu as pu sortir ton étude que ça a débloqué? Est-ce que... Non, parce que ça avait débloqué avant. Je dirais que le ministère de l'Environnement puis le ministère de l'Agriculture prenait ces résultats-là quand même assez à cœur. Ils n'étaient pas bien accueillis. Pas du tout par le milieu. Je dirais, ça a été quand même très, très difficile. C'est qui le milieu? Ben, le milieu, plus les producteurs, plus l'industrie, c'était des résultats qui étaient décriés, qui ont été débattus quand même pas mal. Donc, ça a été difficile de faire valoir la validité de ces résultats-là. C'est pour ça que j'ai publié un article scientifique. Parce qu'à faire des conférences, à faire des documents de vulgarisation, j'ai donné peut-être 150 conférences à différents moments, là, entre 2012 et le moment où j'ai quitté là, le centre de recherche. Je donnais jusqu'à 20-25 conférences par année sur ce sujet-là pour aller directement voir les producteurs, pour leur montrer les résultats, leur amener les connaissances scientifiques qu'on avait et donc pour essayer de les rejoindre. Parce que souvent, la recherche, ce qui est difficile, c'est le transfert aux producteurs. C'est de leur ramener l'information pour qu'après ça, ils puissent prendre les décisions éclairées. Souvent, il leur manque, il y a un pas entre la recherche qu'on a fait et ce qu'eux peuvent utiliser. Donc, j'ai quand même essayé de rejoindre le plus de producteurs possible à travers tout ça. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait que la problématique était qu'on ne croyait pas à ces résultats-là pour différentes raisons.
et qu'il y avait une suspicion là, par rapport à la validité de ces résultats-là. Et quand j'ai quitté le centre de recherche, je me suis dit, OK, la seule façon de faire valoir les résultats, c'est une publication scientifique dans une revue à haut niveau qui va avoir été évaluée par des pairs scientifiques à travers la planète. Parce que c'est souvent en science, ben, c'est le dernier pas. T'sais, on a beau avoir des résultats de recherche, mais si on n'a pas été évalués par nos pairs, ben, on peut dire, ouais, il y a peut-être un problème au niveau du dispositif expérimental, etc., etc. La problématique était que quand j'ai quitté le centre de recherche, je perdais toutes mes données de recherche. Pourquoi? Parce que c'est un centre de recherche qui est associé au ministère de l'Agriculture. On n'est pas en université. En université, nos résultats nous appartiennent, mais pas dans des centres comme ça. Ça appartient soit au ministère de l'Agriculture qui a financé les recherches ou au centre de recherche qui nous employait. Et donc, j'ai fait des demandes de droits d'auteur au niveau québécois, puis finalement au niveau du centre de recherche que j'avais quitté pour retrouver finalement les données. J'ai travaillé avec mes anciens collègues qui avaient quitté aussi le centre de recherche, eux aussi. Et on a finalement publié là, en 2020 dans PLOS ONE, qui était une grosse revue à haut facteur d'impact avec des réviseurs internationaux. Donc, on a pu finalement sortir ces données-là. Mais ça a été quand même difficile, je dirais. Et pourquoi tes collègues et toi, vous avez décidé de quitter le centre de recherche? Parce que vous aviez fait toutes les études, c'était le moment de propulser l'étude finalement? Il y a eu toutes sortes de problématiques au centre de recherche où on était. On a été quand même 5 chercheurs sur 7 à quitter en 2017, puis pas mal d'employés aussi. Finalement, je pense que cette année-là, c'était 17 personnes sur 34 là, qui ont quitté le centre de recherche pour des raisons de problématiques à l'interne, mais aussi des difficultés là, au niveau d'éthique professionnelle. On a quitté pour la plupart pour des raisons, en tout cas pour ma part, c'était pour des raisons d'éthique professionnelle. Je ne pouvais pas faire mon travail de chercheur comme il le faut. En parlant d'éthique, en quoi tu as été impliquée dans l'affaire Louis Robert? Mais en fait, l'affaire Louis Robert a comme mis à jour les différentes problématiques qu'on vivait un peu là, à l'interne, puis aussi au niveau là, du dossier des néonicotinoïdes. Donc, je dirais que quand Louis a été congédié dans cette histoire-là, ça a juste permis de mettre un peu sur la table au niveau public là, des problèmes là, qui se vivaient là, au sein d'un centre de recherche public. Puis d'ailleurs, c'est ça, cette histoire-là de Louis a été choquante là, pour nous parce que c'est quelqu'un qui nous aidait beaucoup. Là. C'était qui, Louis? Louis Robert, c'était un agronome au ministère de l'Agriculture qui travaille en conservation des sols. Donc, il n'était pas tant impliqué nécessairement au niveau des pesticides, mais qui trouvait que la situation qu'on vivait au niveau de la recherche, au niveau de ce dossier-là, qui n'était pas acceptable dans un milieu public. Puis, donc, qui a fait beaucoup de pression à l'interne pour essayer de régler la situation qu'on pouvait vivre, là, et qui finalement a été congédié et avec la protectrice du citoyen, a fini par être mis dans ses fonctions. Mais c'est quelqu'un qui nous a été quand même d'une grande aide, d'un grand support là, dans tout ce dossier-là, par rapport que ce soit aux néonicotinoïdes, mais aussi surtout là, à ce qu'on vivait, ce qu'on pouvait vivre là, à l'interne au centre de recherche. Tantôt, tu me disais que pour les néonicotinoïdes, maintenant, ça prend une prescription. Oui. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Où est-ce que ce dossier il en est maintenant? Est-ce qu'on utilise d'autres types de pesticides similaires aux néonicotinoïdes? Oui, malheureusement. Dans le fond, quand on a commencé à travailler plus puis à ce que les néonicotinoïdes sont démontrés de plus en plus comme ayant un effet négatif sur l'environnement, il y a un autre produit en fait de remplacement, la famille des diamides, qui est un autre insecticide systémique qui rentre dans la plante, qui se promène dans la sève et tout, qui va aller dans le nectar, dans les fleurs et tout, qui a été développé par une autre compagnie et qui maintenant remplace les néonicotinoïdes. Donc, c'était pas ce qu'on visait quand on a travaillé sur les traitements de semences. Nous, ce qu'on voulait démontrer, c'est on fait de la lutte intégrée. La lutte intégrée, c'est on utilise une méthode de lutte si on a un ravageur. Donc, les pesticides ou les traitements de semences insecticides ne devraient être utilisés seulement si on a identifié qu'on a un site à risque. Et que ce soit les néonicotinoïdes
ou les nouveaux traitements de semences, on devrait l'utiliser, c'est à peu près 5 % de nos superficies au Québec, parce que c'est ce qu'on a démontré sur plus de 1000 sites sur 10 ans, finalement, qu'on n'a pas besoin tant que ça là, au Québec. On n'a vraiment pas beaucoup besoin. Et malheureusement, tout ce que ça a fait, c'est qu'on a changé les néoniques par les diamides. Les compagnies vendent maintenant, la plupart des semences sont encore enrobées avec un insecticide de semences, mais ce n'est pas les néoniques, c'est les diamides. On en trouve maintenant quand même sans traitement de semences. On doit dire là, qu'il y a quand même une disponibilité plus grande qu'à l'époque. Comme les diamides n'ont pas une prescription agronomique obligatoire, ben, beaucoup se retrouvent à mettre quand même un traitement de semences insecticide. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on fait les suivis dans l'eau au Québec et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle des nouveaux traitements de semences insecticides, les diamides dans les cours d'eau, et puis on a une baisse des néoniques. Mais par contre, les diamides ont des impacts sur la vie aquatique qui sont plus élevés que les néoniques encore. Et ils atteignent déjà des limites de vie aquatique là, chronique là, dans certains cours d'eau. Et ça, c'est depuis seulement 2016 là, qu'il y a eu un changement là, tranquille. Là, Mais ce n'est pas les abeilles. Les abeilles, c'est une figure emblématique là, de l'environnement puis de la protection de l'environnement. Fait que quand on a des impacts d'un pesticide sur les abeilles, les gens vont se positionner plus vite, puis on a au niveau de l'opinion publique, ça va plus rapidement. Dans l'eau, les petites larves d'insectes, ou bien les moustiques, ou bien les grenouilles ou les poissons, c'est pas autant intéressant. L'opinion publique va pas s'enflammer aussi vite sur des questions au niveau de l'eau. Et là, ce que ça peut causer, si on a une augmentation très grande de ces produits-là, c'est tout l'écosystème qui va être débalancé. Parce que tout ce qui vit dans l'eau, c'est beaucoup de nourriture pour nos grenouilles, pour les poissons, pour les oiseaux. Beaucoup d'oiseaux insectivores se nourrissent des moustiques et des mouches qui sortent de l'eau. Et donc, ça peut avoir un impact quand même plus insidieux, je dirais, que les impacts qu'on a vus sur les abeilles avec les néoniques. Donc, on est déjà au courant des impacts des diamides sur l'environnement. Est-ce qu'il y a des recherches? Qui est-ce qui suit ça? On a commencé, il y a des recherches qui ont débuté, mais encore là, le problème avec les pesticides, c'est qu'ils sont homologués sur la supposition, parce que en fait, les études ont été fournies par les compagnies qui démontrent une innocuité environnementale, une innocuité sur la santé humaine. Donc, ils sont homologués au gouvernement. Et par la suite, puis pour les néoniques, ça a été ça, il a fallu faire la démonstration qu'il y avait un impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Mais les diamides, c'est un peu la même chose. On va devoir faire la démonstration, probablement encore, qu'il y a des impacts sur l'écosystème. Et c'est beaucoup plus difficile dans des milieux aquatiques avec tous les écosystèmes de faire toutes les études. Là, on n'est pas juste à un organisme où il faut regarder tous les organismes, toute la chaîne alimentaire. Donc, c'est très long de faire ces études-là pour démontrer qu'il y a un impact de ces produits-là sur l'écosystème. Tantôt, tu parlais que toi, ce qui te parle beaucoup, c'est les alternatives. Est-ce qu'il y en a, ou est-ce que si on voit qu'il y a des ravageurs qui ont vraiment, qui causent des forts dommages, est-ce que ça prend forcément des pesticides, ou alors est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Il y a d'autres alternatives. On est en train de travailler, on a un projet qui a été accepté là, puis on avait fait un projet préliminaire. On utilise du sarrasin dans un champ qui a beaucoup de vers-fil de fer. Le sarrasin, c'est une plante qui, dans ses racines, dans ses feuilles, il y a des composés chimiques qui sont toxiques pour certains insectes. Une chercheure à Agriculture Canada, à l'île du Prince-Édouard, elle a démontré qu'en faisant une rotation sarrasin, avant ses pommes de terre, les vers-fils de fer et les ravageurs principaux qu'on a, là, c'est des vers-fils de fer, ils mouraient carrément en mangeant le sarrasin. Fait que si c'est sur 50 jours, à peu près, ils mangent le sarrasin, les populations baissent. Les traitements de semences insecticides, que ce soit les néoniques ou les diamides, ne tuent pas les insectes. Ils font juste les repousser du grain. Ça veut dire que nos populations d'insectes ravageurs restent tout le temps là. Tandis que le sarrasin, là, semble avoir des effets, mais de vraiment réduire les populations. Et les essais qu'on a faits là, dans les 3 dernières années, on a vu une baisse de 75 % de notre population de vers-fil de fer dans un champ qui était très, 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 très infesté. Et donc,
donc là, on a débuté une série d'essais pour essayer d'aller le tester là, en rotation avec du maïs, justement, pour voir les effets sur les populations. Et donc, ça, c'est une alternative qui pourrait être intéressante pour les producteurs. Parce que, en plus, le sarrasin, au niveau des pollinisateurs, les fleurs, c'est vraiment fascinant, là. Il y a tellement d'insectes pollinisateurs dans le sarrasin en fleurs que c'est très, très, très intéressant pour nos communautés. Il y a d'autres choses qui sont disponibles aussi, donc des champignons entomopathogènes. Il y a d'autres recherches qui sont en train de se faire, puis ça va être des biopesticides, là, que ça ne sera pas des pesticides là, de synthèse. Donc, il y a des choses qui sont possibles de faire, mais on est tous en train de développer les alternatives et ça prend du temps. C'est ça qui est dommage. Et après ça, c'est de faire adopter les pratiques, les nouvelles pratiques alternatives aux producteurs. Parce que de dire, je vais prendre un été complet à mettre du sarrasin dans mon champ de maïs, les producteurs disent, ouais, mais là, je perds du rendement, je perds du revenu, Donc, ça aussi, c'est difficile à faire changer les pratiques. Des fois, le ministère vient en support en disant, si vous faites cette pratique-là, on va vous rémunérer pour la faire. Donc, ça pourrait être une possibilité aussi, là, éventuellement, pour changer un peu là, les pratiques. Est-ce que tu penses qu'on est quand même sur la bonne voie par rapport à tout ça? Il y a eu vraiment un changement quand même. Je le vois beaucoup dans beaucoup de milieux au Québec de production là, plus maraîchère, fruitière. Il y a vraiment une conscientisation qui s'est faite au cours des dernières années. Puis même dans le milieu des grandes cultures aussi, là, on pense juste à Paul Caplette, là, vous pouvez aller voir son blog, là, il est quand même, c'est un agriculteur en grande culture qui est en conventionnel, mais il montre ses photos de nichoirs à oiseaux, ses bandes riveraines élargies, il dit qu'il ne met plus de néonicotinoïdes ni d'aucun traitement de semences sur ses terres. Il y a des producteurs comme ça qu'on appelle des leaders là, qui prennent le relais puis qui essayent d'aider justement les producteurs à changer, à améliorer leurs pratiques. Fait que, oui, je pense qu'au Québec, on voit quand même une certaine évolution par rapport à ça. Puis je crois que l'affaire Louis Robert ça a fait parler beaucoup. Ça a fait jaser beaucoup en bien, puis en moins bien, mais quand même, ça a fait vraiment une conscientisation des aspects au niveau des pesticides, de réfléchir un peu plus, puis d'essayer de trouver des alternatives, puis quand il y en a, quand elles sont disponibles. Puis ça aussi, des fois, c'est la problématique, c'est qu'il n'y en a pas de disponibles. On n'a pas travaillé là-dessus. En termes de recherche là, sur les pesticides au Québec, on est très, très peu. On n'est pas beaucoup là, de personnes qui travaillent dans ce domaine-là au niveau agricole et pesticides. On est très peu. Donc, c'est sûr que ça joue sur l'évolution et la rapidité de changement de pratique. Merci beaucoup, Geneviève. Ça me fait plaisir. Dans le prochain épisode, dans une monoculture dénaturalisée à l'extrême sur laquelle on fait beaucoup de traitements d'insecticides ou d'herbicides ou de fongicides, mais là, on a une perturbation du fonctionnement naturel de notre écosystème. Peut-être qu'on a moins de prédateurs, de parasitoïdes, de plantes qui fournissent du nectar, du pollen pour les insectes pollinisateurs. Peut-être qu'on va déranger les insectes décomposeurs, les vers de terre, les escargots. Là, il n'y aura plus de recyclage des nutriments, fait qu'il y a des matières organiques qui vont s'accumuler au sol. Ça va appeler plus de champignons. Plus de champignons, on risque de rendre nos plantes de culture malades. Ça va nous prendre plus de fongicides. Donc, l'écosystème tend à s'autoréguler. Puis quand l'humain intervient avec des pressions majeures comme les changements climatiques, la fertilisation intensive, les pesticides, on dérègle le fonctionnement, puis là, l'écosystème devient fragile et un peu dépendant d'une intervention perpétuelle de l'homme. Vous venez d'écouter le balado des Rachel qui changent le monde. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et coproduit par Pivot Média. Ce projet n'aurait pas eu la même portée sans l'aide pro bono de Geneviève Rajotte-Soriol de Bleu Forêt, coop de communication. Merci à Jean-Philippe Villemur pour le mixage, à Pauline Steve, l'illustratrice engagée, Daniel Cardin, bénévole pour la conception musicale. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice de Pivot, à la supervision du balado. Merci à Léa Villalba pour son expertise de journaliste chevronnée. Léa et Daniel ont réalisé les prises de son. Merci à Mélissa Mollen-Dupuis qui prête sa voix au livre Printemps silencieux dans la lecture d'extraits. Sans oublier l'équipe de Vigilance OGM, Laure Mabilot et Thibaut Rennes qui ont soutenu avec cœur et enrichi ce beau projet. Merci pour l'idée, l'expertise sur le sujet et le réseau d'experts. À la coordination générale du balado, aux entrevues et au montage, Émilie Schwartz.
Ce balado est disponible sur les sites de Vigilance OGM et de Pivot, où vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode. À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et toutes vos plateformes de balado. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Enfin, un grand merci à toutes ces femmes en sciences pour leur temps, leur partage et leur travail au quotidien. C'est Rachel qui change le monde.